La Rolls-Royce Phantom noire glissait silencieusement sur l'avenue Foch, ses pneus effleurant à peine l'asphalte humide de cette soirée parisienne de septembre. Derrière les vitres teintées, Alexandre Dubois observait les lumières dorées qui dansaient sur les façades haussmanniennes, reflétant une richesse qu'il connaissait intimement. À 42 ans, cet homme aux tempes grisonnantes et au regard d'acier avait bâti un empire financier qui s'étendait de Londres à Tokyo. Mais ce soir, après 3 mois d'absence, il ne pensait qu'à une chose, retrouver sa fille Margot. Le chauffeur ralentit devant les grilles imposantes de l'hôtel particulier du 16e arrondissement, cette demeure du 19e siècle que Alexandre avait acquise 5 ans plus tôt, peu après la mort tragique de sa femme Caroline dans un accident de voiture. Les murs de pierre blonde et les fenêtres ornées de balconnets en fer forgé témoignaient d'une époque révolue, mais l'intérieur avait été entièrement rénové, avec le luxe et la technologie du 21e siècle. Alexandre descendit de voiture, sa mallette Hermès à la main, respirant l'air frais de l'automne naissant qui portait encore les dernières senteurs de l'été. « Bonsoir, monsieur Dubois », salua discrètement Henri, le gardien, en ouvrant les grilles. « Mademoiselle Margot vous attend sûrement. Elle a passé l'après-midi à la piscine avec mademoiselle Claire. » Alexandre hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres à l'évocation de sa fille de 16 ans et de Claire Moreau, la gouvernante qui s'occupait de Margot depuis maintenant 4 années. Cette femme de 34 ans, diplômée de la Sorbonne en littérature française, était devenue bien plus qu'une simple employée. Elle était la confidente de Margot, sa professeure particulière et celle qui avait su combler le vide laissé par Caroline. Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de cette introduction? Êtes-vous curieux de découvrir ce qui attend? Alexandre remonta l'allée de gravier qui serpentait entre les massifs de roses et les ifs taillés avec précision. Chaque pas le rapprochait de ce moment qu'il attendait depuis son départ précipité pour Hong Kong, où une crise financière majeure avait nécessité sa présence personnelle. Les négociations avec les banques asiatiques avaient été épuisantes. Les journées s'étaient enchaînées sans répit et les nuits avaient été hantées par l'image de Margot, ses grands yeux verts si semblables à ceux de Caroline, et son sourire espiègle qui illuminait la maison. La façade de l'hôtel particulier se dressait devant lui, majestueuse et imposante. Les fenêtres du rez-de-chaussée laissaient filtrer une lumière chaude et dorée, et Alexandre pouvait entendre le murmure étouffé de la fontaine du jardin intérieur. Il gravit les marches de marbre blanc qui menaient au perron, ses chaussures italiennes claquant rythmiquement sur la pierre. La porte d'entrée en chêne massif, ornée de ferronnerie d'époque, s'ouvrit avant même qu'il n'ait eu le temps de saisir la poignée. « Monsieur Dubois, quel plaisir de vous revoir !» s'exclama Madame Bertrand, la gouvernante principale, une femme d'une 60aine d'années au chignon gris impeccable et au tablier immaculé. « Mademoiselle Margot ne vous attendait que demain matin. Elle va être si heureuse. » Alexandre sourit en pénétrant dans le hall d'entrée, admirant une fois de plus les stucs dorés au plafond et l'escalier de marbre qui s'élevait en courbe gracieuse vers l'étage. Les lustres en cristal de baccarat projetaient 1000 feux sur les murs lambrissés, créant une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse. « Où est-elle » demanda Alexandre en posant sa mallette sur la console Louis XVI qui trônait contre le mur. « Monsieur Henri m'a dit qu'elle était à la piscine avec Claire. » Madame Bertrand hocha la tête, ses yeux pétillants de malice. « Effectivement, monsieur. Elles ont passé tout l'après-midi dehors. Mademoiselle Claire a organisé une petite séance de natation pour mademoiselle Margot. Vous savez comme votre fille adore l'eau, surtout quand il fait encore si beau. » Alexandre se dirigea vers les baies vitrées qui donnaient sur le jardin, traversant le salon aux proportions majestueuses où trônait un piano à queue Steinway et plusieurs toiles de maîtres impressionnistes. L'éclairage tamisé mettait en valeur les meubles d'époque et les tapis persans qui conféraient à la pièce une élégance intemporelle. Dehors, la nuit commençait à tomber, mais les éclairages du jardin révélaient la beauté soignée des parterres de fleurs et des haies parfaitement taillées. Il poussa la porte-fenêtre qui menait à la terrasse en pierre de Bourgogne, respirant l'air embaumé par les dernières roses de septembre et le parfum entêtant des jasmins qui grimpaient le long des murs. Le bruit de l'eau lui parvint immédiatement, ce clapotis caractéristique qu'il connaissait si bien et qui évoquait tant de souvenirs heureux avec Caroline et Margot pendant les étés passés.
Ses pas le menèrent automatiquement vers l'espace piscine, cette oasis de tranquillité nichée dans un coin du jardin, entourée de lauriers roses et de palmiers qui créaient une intimité parfaite. La piscine à débordement, chauffée et éclairée par des spots immergés, projetait des reflets turquoises sur les murs de la pool house attenante. Alexandre s'approcha silencieusement, voulant surprendre Margot et lui faire la joie de son retour inattendu. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, ses pas se firent plus hésitants. Des voix lui parvenaient, le rire cristallin de sa fille mêlé à un autre plus grave, plus mature. Il reconnut immédiatement la voix de Claire, mais quelque chose dans l'intonation le troubla. Arrivé au coin de la haie de bambou qui masquait la vue sur la piscine, Alexandre s'immobilisa. Ce qu'il découvrit le frappa comme un coup de poing à l'estomac. Margot et Claire étaient effectivement dans l'eau, mais pas de la manière qu'il avait imaginée. Sa fille, vêtue de son maillot de bain 2 pièces bleu marine, nageait avec grâce dans l'eau cristalline. Mais Claire était là, dans un maillot 1 pièce noire qui moulait ses formes généreuses. Ses cheveux châtains relevés en un chignon désordonné, d'où s'échappaient quelques mèches rebelles. Ce n'était pas leur présence dans la piscine qui choquait Alexandre. Après tout, Claire était comme un membre de la famille, mais l'atmosphère qui régnait entre elles. Il y avait une complicité, une intimité, qui allait bien au-delà de la relation gouvernante-élève qu'il avait toujours connue. Margot nageait vers Claire avec une grâce féline, et quand elle arriva près d'elle, quelque chose dans leur façon de se regarder, de se sourire, fit naître un malaise profond dans l'esprit d'Alexandre. « Tu es magnifique quand tu nages comme ça », entendit-il Claire murmurer à Margot, sa voix portée par l'écho de l'eau et l'acoustique particulière de cet espace clos. « Tu as tellement gagné en assurance depuis que je t'enseigne les techniques de natation. » Margot rougit légèrement, ses joues prenant une teinte rosée qui n'échappa pas au regard paternel d'Alexandre. « C'est grâce à toi, Claire. Tu m'apprends tellement de choses. » Alexandre sentit son cœur se serrer. Dans ces mots simples, dans ces regards échangés, dans cette proximité physique, il percevait quelque chose qui le dérangeait profondément sans qu'il puisse exactement définir quoi. Était-ce de la jalousie, de l'inquiétude, ou simplement la réalisation douloureuse que sa fille grandissait et qu'elle avait trouvé en Claire une figure féminine de référence qu'il n'avait jamais réussi à être depuis la mort de Caroline. Margot s'approcha encore plus près de Claire et Alexandre vit avec un trouble grandissant sa fille poser sa main sur l'épaule de la gouvernante. « Claire, je peux te demander quelque chose ?» Sa voix était devenue plus grave, plus mature, et Alexandre réalisa avec un pincement au cœur que sa petite fille était en train de devenir une jeune femme. « Bien sûr, ma chérie, tu peux tout me dire. » La réponse de Claire était tendre, presque maternelle, mais quelque chose dans son ton trahissait une émotion plus complexe. « Parfois, je me demande si papa m'aime vraiment, » continua Margot, ses yeux verts fixés sur ceux de Claire. « Il part tout le temps. Il ne s'intéresse qu'à ses affaires. J'ai l'impression d'être devenu invisible pour lui depuis la mort de maman. » Les mots de sa fille transpercèrent Alexandre comme autant de lames. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu croire que son travail, ses absences répétées, son investissement total dans les affaires pouvaient compenser sa présence paternelle? Claire attira doucement Margot contre elle, et Alexandre vit sa fille se blottir contre l'épaule de la gouvernante avec une confiance et un abandon qui auraient dû lui réchauffer le cœur, mais qui, inexplicablement, l'inquiétait. « Ton père t'aime plus que tout au monde, Margot. S'il travaille autant, c'est pour toi, pour ton avenir. Mais je comprends que tu aies besoin de plus de présence, plus d'attention. » Claire caressa tendrement les cheveux mouillés de Margot, et Alexandre remarqua la douceur de ce geste, sa tendresse presque maternelle. « Et moi, est-ce que tu m'aimes ?» Claire? La question de Margot flotta dans l'air du soir comme une bulle de savon fragile. Alexandre retint son souffle, attendant la réponse de Claire avec une appréhension qu'il ne s'expliquait pas. « Plus que tu ne peux l'imaginer, ma chérie, » répondit Claire d'une voix émue. « Tu es devenue la chose la plus précieuse de ma vie. » Dans ces mots, Alexandre perçut une intensité qui le troubla profondément. Margot leva son visage vers Claire, et dans la lumière dorée des éclairages de piscine, Alexandre vit les traits de sa fille transfigurés par une émotion qu'il n'arrivait pas à identifier. Était-ce de l'admiration, de l'affection, ou quelque chose de plus complexe, de plus troublant? « Claire, parfois je rêve que tu sois ma vraie mère, » murmura Margot, « que papa t'épouse et qu'on forme une vraie famille tous les trois. » Ces mots frappèrent Alexandre avec la violence d'un ouragan. Sa fille, sa Margot, rêvait qu'il épouse Claire. Comment était-ce possible? Quand cette relation s'était-elle développée à ce point?
Et surtout, que ressentait-il lui-même pour Claire, cette femme qui s'occupait si bien de Margot, qui comblait le vide laissé par Caroline, qui était devenue indispensable à leur équilibre familial? Claire sembla troublée par la confession de Margot. Alexandre la vit hésiter, chercher ses mots, avant de répondre avec une douceur infinie. « Ma chérie, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Ton père et moi, nous avons des vies très différentes. Je ne suis que ta gouvernante. » Mais même dans cette dénégation, Alexandre perçut une note d'incertitude, comme si Claire elle-même n'était pas convaincue de ses propres paroles. « Tu n'es pas que ma gouvernante », protesta Margot avec une véhémence qui surprit Alexandre. « Tu es tout pour moi. Tu es celle qui me console quand j'ai des chagrins, celle qui m'aide à faire mes devoirs, celle qui me raconte des histoires le soir. Tu es celle qui connaît tous mes secrets, tous mes rêves. » La passion dans la voix de sa fille était palpable, et Alexandre réalisa avec un mélange de gratitude et d'inquiétude à quel point Claire était devenue centrale dans la vie de Margot. L'eau clapotait doucement autour des deux femmes, créant un cocon d'intimité qui excluait le reste du monde. Alexandre se sentait comme un intrus dans cette scène, un voyeur involontaire d'un moment qui ne lui appartenait pas. Pourtant, il ne pouvait pas détacher ses yeux de ce tableau, sa fille de 16 ans et cette femme de 34 ans, unies par une complicité qui dépassait largement le cadre professionnel qu'il avait toujours cru connaître. Claire prit le visage de Margot entre ses mains mouillées, un geste d'une tendresse infinie qui serra le cœur d'Alexandre. « Écoute-moi bien, ma chérie. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Mais tu dois aussi apprendre à faire confiance à ton père. Il t'aime profondément, même s'il a parfois du mal à l'exprimer. » Dans les yeux de Claire, Alexandre lut une sincérité qui le bouleversa, mais aussi quelque chose d'autre, une émotion qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Margot hocha la tête, mais Alexandre vit bien que sa fille n'était qu'à demi convaincue. « Promets-moi que tu ne partiras jamais, » supplia-t-elle. « Promets-moi que tu resteras toujours avec nous. » Claire hésita un long moment avant de répondre, et dans cette hésitation, Alexandre perçut toute la complexité de la situation. « Je promets de rester tant que tu auras besoin de moi, » dit-elle finalement, mais cette promesse sonnait plus comme une question que comme une affirmation. Les deux femmes restèrent enlacées dans l'eau tiède, et Alexandre réalisa qu'il assistait à un moment d'une intimité extraordinaire, un moment qui révélait toute la profondeur des liens qui s'étaient tissés en son absence. Comment avait-il pu être si aveugle? Comment avait-il pu ne pas voir que sa fille et Claire avaient développé une relation qui allait bien au-delà du cadre qu'il avait défini? Soudain, un bruit de pas sur le gravier le fit sursauter. Madame Bertrand apparut au coin de la haie, une serviette de bain à la main. « Mademoiselle Margot, il commence à faire frais. Vous devriez peut-être sortir de l'eau maintenant. » Sa voix autoritaire mais bienveillante brisa le charme du moment, et Alexandre vit Margot et Claire se séparer avec une évidente réticence. « Nous arrivons, Madame Bertrand, » répondit Claire en aidant Margot à sortir de la piscine. Alexandre admira malgré lui la grâce de sa fille qui émergea de l'eau comme une naïade, ses cheveux blonds collés sur ses épaules, ses traits fins hérités de Caroline illuminés par un sourire radieux. Claire la suivit, et Alexandre ne put s'empêcher de remarquer l'élégance naturelle de la gouvernante, sa beauté discrète mais indéniable. Madame Bertrand enveloppa Margot dans la serviette, la frictionnant énergiquement pour la réchauffer. « Allez vite vous changer, mademoiselle. Le dîner sera servi dans 1 heure. » Puis, se tournant vers Claire, « Mademoiselle Claire, vous devriez vous réchauffer aussi. » L'eau était peut-être encore bonne, mais l'air fraîchit vite en cette saison. Alexandre vit Claire hocher la tête et attraper son peignoir posé sur une chaise longue. Dans ce geste simple, il remarqua une grâce naturelle qui le troubla plus qu'il ne voulait se l'avouer. Quand avait-il cessé de voir Claire comme une simple employée? Quand avait-elle commencé à occuper une place si importante dans leur vie? « Papa !» Le cri joyeux de Margot interrompit ses réflexions. Sa fille venait de l'apercevoir derrière la haie de bambou et courait vers lui, sa serviette voltigeant derrière elle comme une cape. « Papa, tu es rentré! Je ne t'attendais que demain !» Elle se jeta dans ses bras avec une fougue qui faillit le déséquilibrer, et Alexandre sentit son cœur se gonfler d'amour et de culpabilité mêlée. « Ma chérie !» Il la serra contre lui, respirant l'odeur de chlore et de shampoing aux fruits qui émanait de ses cheveux mouillés. « J'ai terminé plus tôt que prévu. Je voulais te faire une surprise. » Il croisa le regard de Claire par-dessus la tête de Margot et il eut une surprise évidente, mais aussi autre chose qu'il n'arrivait pas à identifier. De la gêne, de l'inquiétude
ou simplement la crainte d'avoir été surprise en tenue de bain par son employeur. « Bonsoir, monsieur Dubois », dit Claire en resserrant son peignoir autour d'elle. « J'espère que votre voyage s'est bien passé. » Sa voix était parfaitement maîtrisée, professionnelle, mais Alexandre crut déceler une légère tension dans son ton. « Très bien, merci Claire. Et vous, comment ça s'est passé pendant mon absence ?» Cette question banale masquait une curiosité nouvelle, un besoin de comprendre ce qui s'était passé entre Claire et Margot pendant ces 3 mois. « Tout s'est parfaitement bien passé », répondit Claire. « Margot a été exemplaire. Ses progrès en littérature sont remarquables et ses résultats au baccalauréat blanc étaient excellents. » Alexandre hocha la tête, mais son attention était ailleurs. Il observait la façon dont Claire regardait Margot, la tendresse qui émanait de toute sa personne quand ses yeux se posaient sur sa fille. Margot, toujours blottie contre son père, leva vers lui un visage rayonnant. « Papa, Claire m'a appris tellement de choses, elle m'a fait découvrir Baudelaire et Rimbaud, et on a lu ensemble Les fleurs du mal. Et puis elle m'apprend la natation et elle cuisine si bien !» L'enthousiasme de sa fille était touchant, mais Alexandre ne put s'empêcher de remarquer que chaque phrase commençait par « Claire ». « C'est merveilleux, ma chérie », dit-il en caressant les cheveux mouillés de Margot. « Mais maintenant, tu devrais aller te changer avant d'attraper froid. » Il se tourna vers Claire. « Vous aussi, Claire. Nous nous retrouverons au salon pour l'apéritif. » Claire acquiesça et s'éloigna vers la maison, mais pas avant qu'Alexandre n'ait remarqué le regard qu'échangèrent sa fille et la gouvernante. Un regard chargé de complicité et d'affection. Resté seul avec Margot, Alexandre la prit par les épaules. « Ma chérie, j'aimerais qu'on parle, toi et moi. Cela fait trop longtemps qu'on n'a pas eu une vraie conversation. » Margot le regarda avec surprise. « Bien sûr, papa. Mais de quoi veux-tu parler ?» Dans ses yeux verts, Alexandre lut une méfiance inhabituelle, comme si sa fille se demandait où il voulait en venir. « De toi, de nous, de la façon dont tu vis ici pendant mes absences, » répondit Alexandre en la guidant vers la maison. « Je réalise que je ne sais pas grand-chose de ta vie quotidienne. » Margot haussa les épaules, un geste qu'Alexandre ne lui connaissait pas et qui trahissait une certaine distance. « Il n'y a pas grand-chose à dire, papa. J'étudie, je lis, je nage. Claire s'occupe de tout. » Cette dernière phrase résonna douloureusement dans l'esprit d'Alexandre. Claire s'occupait de tout. Cela signifiait-il qu'il était devenu inutile dans la vie de sa fille, qu'il n'était plus qu'un pourvoyeur de fonds, un père fantôme qui apparaissait de temps en temps entre 2 voyages d'affaires? Cette perspective le terrifia plus qu'il ne voulait se l'avouer. Ils pénétrèrent dans la maison par la porte-fenêtre du salon. La chaleur et la lumière dorée contrastaient agréablement avec la fraîcheur du soir, et Alexandre retrouva avec plaisir l'atmosphère feutrée de son foyer. Mais quelque chose avait changé. Peut-être était-ce lui qui avait changé, qui voyait désormais sa maison avec des yeux différents, conscient qu'elle abritait des relations et des émotions qu'il n'avait jamais soupçonnées. « Allez, ma chérie, va te préparer », dit-il en embrassant Margot sur le front. « Nous dînerons ensemble et tu me raconteras tout ce qui s'est passé depuis mon départ. » Margot hocha la tête et monta vers sa chambre, mais Alexandre remarqua qu'elle jetait un regard vers l'escalier de service qui menait aux appartements de Claire. Resté seul dans le salon, Alexandre se servit un whisky et s'installa dans son fauteuil habituel, face à la cheminée où crépitait un feu de bois. Les flammes dansaient hypnotiquement, projetant des ombres mouvantes sur les murs lambrissés. Il avait besoin de réfléchir, de comprendre ce qui lui arrivait, d'analyser les émotions contradictoires qui l'assaillaient depuis qu'il avait surpris cette conversation près de la piscine. Était-ce de la jalousie qu'il ressentait envers Claire? Était-il jaloux de la place qu'elle avait prise dans le cœur de Margot, de la complicité qu'elle partageait, de la façon dont sa fille se confiait à elle plutôt qu'à lui? Ou bien était-ce autre chose, quelque chose de plus complexe et de plus troublant? Était-il jaloux de Margot? Cette pensée le frappa comme une gifle, et il repoussa immédiatement cette idée comme indigne et ridicule. Non, ce qu'il ressentait était plus simple et plus douloureux à la fois. Il réalisait qu'il était en train de perdre sa fille, que Claire était en train de devenir pour Margot la figure féminine de référence qu'il n'avait jamais réussi à remplacer après la mort de Caroline. Et peut-être, s'avoua-t-il dans un moment de lucidité brutale, était-il aussi en train de réaliser que Claire représentait pour lui bien plus qu'une simple gouvernante. Le bruit de pas dans l'escalier l'arracha à ses réflexions. Claire apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe simple mais élégante en laine grise qui soulignait sa silhouette sans ostentation. Ses cheveux châtains, séchés et coiffés en un chignon lâche, encadraient son visage aux traits fins et réguliers.
Alexandre fut frappé par sa beauté naturelle, cette grâce discrète qu'il n'avait jamais vraiment remarquée auparavant. « Excusez-moi, monsieur Dubois, dit-elle en s'arrêtant sur le side. Je ne voulais pas vous déranger. Je venais juste m'assurer que tout était en ordre pour le dîner. » Sa voix était parfaitement maîtrisée, professionnelle, mais Alexandre crut déceler une légère nervosité dans son attitude. Était-elle inquiète de l'avoir surpris près de la piscine? Avait-elle conscience qu'il avait entendu une partie de sa conversation avec Margot? « Entrez, Claire, asseyez-vous, dit-il en désignant le canapé en face de son fauteuil. « J'aimerais que nous parlions. » Claire hésita un instant avant de s'avancer et de s'asseoir avec grâce, croisant ses jambes et posant ses mains sur ses genoux dans une attitude qui trahissait une certaine tension. « Bien sûr, monsieur. Y a-t-il un problème ?» Alexandre la regarda longuement, admirant malgré lui l'ovale parfait de son visage, ses yeux noisettes aux reflets dorés, la courbe délicate de ses lèvres. Quand avait-il cessé de la voir comme une employée pour commencer à la regarder comme une femme? « Pas de problème, Claire. Au contraire, je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour Margot. Je réalise que j'ai peut-être été absent plus souvent que je n'aurais dû l'être. » Claire inclina légèrement la tête, un sourire prudent éclairant son visage. « C'est mon travail, monsieur Dubois, et c'est un plaisir de s'occuper de Margot. Elle est exceptionnelle. » Dans sa voix, Alexandre perçut la même émotion qu'il avait entendue près de la piscine, cette tendresse qui allait bien au-delà du cadre professionnel. « Exceptionnelle, oui, » répéta Alexandre. « Mais dites-moi, Claire, comment la trouvez-vous? Je veux dire, dans son évolution, dans sa façon d'être. Est-ce qu'elle vous parle de choses personnelles ?» Cette question indirecte masquait sa véritable préoccupation. Dans quelle mesure Claire connaissait-elle les sentiments de sa fille? Ses rêves, ses questionnements? Claire réfléchit un moment avant de répondre, et Alexandre remarqua la façon dont elle se mordillait légèrement la lèvre inférieure quand elle était concentrée, un geste qu'il trouvait inexplicablement troublant. « Margot est à un âge difficile, monsieur Dubois. Elle a 16 ans, elle se cherche, elle a besoin de repères. Parfois, elle me confie ses préoccupations, ses questions sur l'avenir, sur sa place dans votre vie. » Ces derniers mots touchèrent Alexandre. En plein cœur. « Sa place dans ma vie? Que voulez-vous dire ?» Claire sembla hésiter, comme si elle regrettait déjà d'avoir abordé ce sujet délicat. « Je ne sais pas si je dois... C'est très personnel, monsieur. » Alexandre se pencha vers elle, captivant son regard. « Claire, je vous en prie, si ma fille a des inquiétudes, j'ai besoin de les connaître. » Eh bien, Claire prit une profonde inspiration avant de continuer. « Margot a parfois l'impression que votre travail passe avant elle. Elle comprend que vos affaires sont importantes, mais elle a besoin de se sentir aimée, d'avoir sa place dans vos priorités. » Alexandre encaissa ces mots comme autant de coups. Avait-il été un si mauvais père? Avait-il négligé sa fille au point qu'elle doute de son amour? « Et vous, Claire, qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-il, surpris lui-même par cette question. Claire le regarda avec étonnement. « Ce que j'en pense? Je ne pense pas que mon opinion ait de l'importance dans ce domaine, monsieur Dubois. » Mais Alexandre insista. « Si, elle a de l'importance. Vous connaissez Margot mieux que personne. Vous la voyez tous les jours, vous partagez son quotidien. Votre regard sur notre relation père-fille m'intéresse. » Claire sembla peser ses mots avec soin. « Je pense que vous aimez profondément Margot, monsieur Dubois, mais je pense aussi qu'elle a besoin de le sentir davantage. Elle a perdu sa mère si jeune. Elle cherche des repères, de la stabilité affective. » Alexandre hocha la tête, touché par la justesse de cette analyse. « Et elle les trouve auprès de vous, n'est-ce pas ?» Cette question directe fit rougir légèrement Claire. « J'essaie de faire de mon mieux pour elle, oui, mais je ne peux pas remplacer un parent, monsieur Dubois. Je ne suis qu'une gouvernante. » Alexandre la fixa intensément. « Vraiment? Parce que j'ai l'impression que vous êtes bien plus que cela pour Margot. Et peut-être pour moi aussi. » Ces derniers mots s'échappèrent d'eux-mêmes, et Alexandre se rendit compte qu'il venait de franchir une ligne qu'il n'avait jamais osé traverser auparavant. Le silence s'installa entre eux, lourd de sens et d'implication. Claire le regardait avec des yeux écarquillés, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses joues avaient pris une teinte rosée qui la rendait encore plus belle, et Alexandre sentit son cœur s'accélérer. « Monsieur Dubois, Claire cherchait manifestement ses mots, déstabilisée par cette confession inattendue. « Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais pensé que... C'est-à-dire, notre relation a toujours été professionnelle, et Elle s'interrompit, visiblement troublée.
Et Alexandre réalisa qu'il venait de créer une situation délicate dont il ne maîtrisait plus les enjeux. Avant qu'il puisse répondre, le bruit de pas dévalant l'escalier résonna dans la maison. Margot apparut dans le salon, resplendissante dans une robe fleurie qui mettait en valeur sa silhouette d'adolescente épanouie. Ses cheveux blonds, séchés et coiffés en une queue de cheval décontractée, encadraient son visage rayonnant d'une joie évidente de retrouver son père. « Papa, Claire, vous êtes là tous les deux. C'est merveilleux. » L'enthousiasme de Margot brisa la tension qui s'était installée entre Alexandre et Claire. La jeune fille se précipita vers eux, s'installant sur l'accoudoir du fauteuil de son père, avec une spontanéité qui réchauffa le cœur d'Alexandre. « Raconte-moi ton voyage, papa. Hong Kong, ça devait être fantastique, et ces négociations dont parlèrent les journaux. » Alexandre sourit, heureux de retrouver cette complicité avec sa fille, même s'il ne pouvait s'empêcher de remarquer la façon dont Margot jetait régulièrement des regards vers Claire, comme pour s'assurer de sa présence et de son approbation. C'était très intense, ma chérie. 3 mois de réunions, de stratégie financière, de négociations avec des banques asiatiques. Mais maintenant, tout est terminé et je suis là pour un moment. « Pour combien de temps ?» demanda Margot, et Alexandre perçut dans sa voix une anxiété qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Cette question révélait toute l'insécurité de sa fille, sa peur constante de le voir repartir, de se retrouver seul malgré la présence de Claire. « Plusieurs semaines, j'espère, » répondit-il, en caressant tendrement les cheveux de Margot. « J'ai décidé de déléguer davantage et de passer plus de temps ici avec toi. » Les yeux de Margot s'illuminèrent d'un bonheur si pur qu'Alexandre sentit sa gorge se serrer. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu négliger à ce point les besoins affectifs de sa fille? « C'est vrai? Tu vas vraiment rester ?» Margot se jeta dans ses bras avec une fougue qui manqua de renverser son verre de whisky. « Oh papa, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. » Alexandre croisa le regard de Claire par-dessus la tête de sa fille et il eut une approbation évidente, mais aussi quelque chose d'autre qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. De la satisfaction, du soulagement, ou peut-être une pointe d'inquiétude à l'idée que sa présence permanente pourrait changer l'équilibre qui s'était établi entre elle et Margot. « Monsieur, le dîner est servi », annonça Madame Bertrand depuis le seuil du salon. La gouvernante principale avait revêtu sa tenue de service du soir, tablier blanc immaculé et robe noire stricte, et son expression bienveillante trahissait sa satisfaction de voir la famille réunie. « Merci, Madame Bertrand », répondit Alexandre en se levant. « Nous arrivons. » La salle à manger, avec sa longue table en acajou pouvant accueillir 12 convives, semblait disproportionnée pour 3 personnes, mais Alexandre avait toujours aimé ce lieu chargé d'histoire et de souvenirs. Les Saints, portraits d'ancêtres inconnus qui ornèrent les murs, acquis avec la maison, créaient une atmosphère solennelle tempérée par la lumière chaude du lustre en bronze doré. Ce soir pourtant, l'espace lui paraissait différent, plus intime, comme si la présence de Claire lui conférait une dimension nouvelle. Margot prit spontanément place entre son père et Claire, un choix qui n'échappa pas à Alexandre. Sa fille avait besoin d'être entourée, protégée par les 2 figures adultes les plus importantes de sa vie. Pendant que Madame Bertrand servait l'entrée, un velouté de potimarron aux châtaignes qui embaumait délicieusement, Margot entreprit de raconter à son père tous les événements qui avaient démarqué son quotidien pendant son absence. « Claire m'a fait découvrir les impressionnistes », raconta-t-elle avec enthousiasme. « Nous sommes allés au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie. Elle connaît tellement de choses sur l'art. Et puis, nous avons visité la maison de Balzac à Passy et celle de Victor Hugo, place des Vosges. Claire dit que pour comprendre un écrivain, il faut connaître l'environnement dans lequel il a vécu. » Alexandre écoutait sa fille avec un mélange de fierté et de culpabilité. Fierté de voir comme Margot s'épanouissait intellectuellement, culpabilité de réaliser que tous ces moments enrichissants, c'était Claire qui les lui avait offerts, pas lui. « C'est formidable, ma chérie. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé par les découvertes de sa fille. « Les nymphéas de Monet », répondit Margot sans hésitation. Claire dit que Monet peignait ce qu'il ressentait plutôt que ce qu'il voyait, que l'art, c'est avant tout une émotion transmise. Elle se tourna vers Claire avec un regard admiratif qui serra le cœur d'Alexandre. « N'est-ce pas, Claire? Tu expliques si bien ces choses-là. » Claire sourit avec une modestie touchante. « Margot exagère mes mérites, mais c'est vrai que l'art devient plus accessible
quand on comprend les émotions qui l'ont inspirée. Alexandre observa Claire pendant qu'elle parlait, frappé par l'intelligence qui émanait de toute sa personne, par la passion qu'elle mettait dans ses explications. Comment avait-il pu la considérer si longtemps comme une simple gouvernante? Et en littérature, demanda Alexandre, désireux de prolonger cette conversation qui lui permettait de découvrir sa fille sous un nouveau jour. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Margot rougit légèrement avant de répondre. Nous étudions Baudelaire, Les fleurs du mal. Claire dit que c'est important de comprendre que la beauté peut naître de la souffrance, que la poésie peut transformer la douleur en art. Alexandre fronça légèrement les sourcils. Baudelaire pour une adolescente de 16 ans, n'était-ce pas un peu sophistiqué? Tu ne trouves pas que c'est difficile, ma chérie? Baudelaire aborde des thèmes assez complexes. Margot secoua la tête avec véhémence. Pas du tout. Claire m'explique tout, et puis j'aime bien les poèmes qui parlent de vraies émotions, même si elles sont tristes. C'est plus sincère que les histoires à l'eau de rose. Cette réponse révéla à Alexandre une maturité chez sa fille qu'il n'avait pas soupçonnée. Margot grandissait, développait ses propres goûts, ses propres opinions, et c'était Claire qui l'accompagnait dans cette évolution. Tu as raison, admit-il. L'art véritable ne doit pas édulcorer la réalité. Il se tourna vers Claire. Vous avez des méthodes pédagogiques remarquables. Je crois simplement qu'il faut respecter l'intelligence des jeunes, répondit Claire. Margot est très mature pour son âge. Elle est capable de comprendre des œuvres complexes si on lui donne les clés pour les décrypter. Dans sa voix, Alexandre perçut une admiration sincère pour sa fille, mais aussi une fierté évidente du travail accompli ensemble. Le plat principal arriva, un pavé de saumon grillé accompagné de légumes de saison, et la conversation se poursuivit dans une atmosphère de plus en plus détendue. Alexandre découvrait avec bonheur cette nouvelle facette de sa relation avec Margot, cette complicité intellectuelle qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'explorer. Mais il ne pouvait s'empêcher de remarquer que chaque anecdote, chaque découverte de sa fille était liée à Claire. « Et au niveau des amis ?» demanda-t-il. « Tu vois toujours tes camarades du lycée ?» Margot haussa les épaules avec une indifférence qui surprit Alexandre. « Pas vraiment. Il me trouve bizarre parce que je préfère lire Baudelaire plutôt que de regarder la télé-réalité. Et puis, depuis que je fais mes études avec Claire, j'ai moins l'occasion de les voir. » Cette révélation inquiéta Alexandre. Sa fille s'isolait-elle socialement? « Mais tu ne t'ennuies pas toute seule. Tu n'as pas envie de sortir avec des jeunes de ton âge ?» Margot secoua la tête avec conviction. « Pourquoi je m'ennuierais? Claire et moi, on fait plein de choses ensemble. On va au théâtre, on visite des expositions, on se promène dans Paris. C'est bien plus intéressant que de traîner dans les centres commerciaux. » Alexandre échangea un regard avec Claire, y lisant une légère inquiétude. Était-elle consciente que sa relation privilégiée avec Margot risquait d'isoler la jeune fille de son univers adolescent? « Il est important d'avoir des amis de son âge, ma chérie, » dit-il doucement. « Les relations intergénérationnelles sont enrichissantes, mais tu as aussi besoin de partager des expériences avec des jeunes qui vivent les mêmes choses que toi. Mais je n'ai pas les mêmes préoccupations qu'eux, » protesta Margot. « Eux, ils pensent aux garçons, aux fêtes, aux vêtements. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère parler de littérature, d'art, de choses importantes. » Alexandre fut frappé par la véhémence de sa fille. À 16 ans, n'était-il pas normal de s'intéresser aux garçons et aux fêtes? Cette maturité précoce était-elle naturelle ou était-elle influencée par sa relation avec Claire? Les préoccupations des adolescents ne sont pas forcément futiles, intervint Claire avec diplomatie. L'important, c'est de trouver un équilibre entre épanouissement intellectuel et vie sociale. Alexandre lui fut reconnaissant de cette intervention mesurée, qui montrait qu'elle était consciente des enjeux éducatifs en question. Margot réfléchit un moment avant de répondre. « Peut-être que tu as raison, Claire, mais pour l'instant, je suis heureuse comme ça. Et maintenant que papa est là, nous allons pouvoir faire plein de choses tous les trois. » Cette dernière phrase résonna étrangement aux oreilles d'Alexandre. Sa fille envisageait-elle vraiment un avenir où ils formeraient un trio permanent, lui, elle et Claire? Le dessert arriva. Une tarte tatin accompagnée de crème fraîche, et Alexandre profita de ce moment de détente pour observer plus attentivement les interactions entre Claire et Margot. Il remarqua la façon dont elles se regardaient, se souriaient, semblaient communiquer par des signes imperceptibles. Une complicité qui allait bien au-delà de la relation éducative normale. « Papa, » dit soudain Margot, « j'aimerais te demander quelque chose. » Le ton de sa fille était devenu plus grave, et Alexandre sentit qu'elle se préparait à aborder un sujet important. « Bien sûr, ma chérie, tout ce que tu veux. »
Margot jeta un coup d'œil vers Claire, comme pour chercher du soutien, avant de continuer. « Est-ce que tu penses parfois à te remarier ?» Cette question directe frappa Alexandre comme un coup de tonnerre. Il n'avait jamais abordé ce sujet avec sa fille, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. « Pourquoi me demandes-tu ça, ma chérie ?» Margot rougit légèrement, mais soutint son regard. « Parce que maman est morte il y a 4 ans, et que tu es encore jeune. Tu as le droit d'être heureux, papa. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. La maturité de sa fille le bouleversait, mais il percevait aussi autre chose dans cette question, une arrière-pensée qu'il n'arrivait pas à cerner. « C'est très généreux de ta part, Margot. Mais pour l'instant, je n'y pense pas. Toi, tu passes avant tout. » Cette réponse sembla décevoir légèrement Margot, qui baissa les yeux vers son assiette. « Mais si tu rencontrais quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous aimerait tous les deux, tu y réfléchirais ?» insista Margot. Alexandre réalisa soudain où sa fille voulait en venir. Elle pensait à Claire. Cette conversation n'était pas innocente. C'était une manière détournée de sonder les sentiments de son père envers la gouvernante. « Margot, dit-il doucement, pourquoi ces questions? Y a-t-il quelqu'un en particulier à qui tu penses ?» Sa fille rougit violemment et jeta un regard paniqué vers Claire, qui était devenue très pâle. « Non, enfin, je me demandais juste... C'est normal de se poser ce genre de questions, non ?» Margot bafouillait, visiblement embarrassée d'avoir été percée à jour. Alexandre regarda Claire, qui fixait son assiette avec une concentration exagérée. « Claire, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il soit normal qu'une adolescente se préoccupe de la vie sentimentale de son père ?» Cette question directe força Claire à lever les yeux vers lui. Dans son regard, il lut un trouble profond, une émotion qu'elle s'efforçait de dissimuler. « Je pense, dit Claire avec prudence, que Margot veut simplement votre bonheur, monsieur Dubois. C'est le signe d'une grande générosité de cœur. » Mais Alexandre perçut dans sa voix une tension qui trahissait ses propres émotions. « Et vous, Claire, que souhaiteriez-vous pour moi ?» Cette question, posée sur un ton volontairement léger, contenait pourtant une charge émotionnelle évidente. Claire hésita longuement avant de répondre, et Alexandre remarqua qu'elle évitait soigneusement son regard. « Je souhaite votre bonheur, bien sûr, et celui de Margot, c'est tout ce qui compte. » Mais cette réponse évasive ne satisfit ni Alexandre ni Margot, qui échangèrent un regard complice. « Et si papa tombait amoureux de toi, Claire ?» demanda soudain Margot avec une candeur désarmante. « Tu accepterais de l'épouser ?» Cette question directe créa un silence de plomb dans la salle à manger. Claire devint écarlate. Alexandre manqua de s'étouffer avec sa tarte, et Margot les regardait tous les deux avec des yeux brillants d'espoir et d'anxiété. « Margot !» s'exclama Alexandre, mais il ne savait pas s'il devait gronder sa fille pour son indiscrétion ou admirer son courage de poser la question qu'il n'osait pas formuler lui-même. Claire se leva précipitamment de sa chaise, visiblement bouleversée. « Excusez-moi, je ne peux pas. Il faut que... » Elle cherchait ses mots, l'émotion la submergeant. « Claire, asseyez-vous, » dit Alexandre d'une voix douce mais ferme. Margot a posé une question qui mérite une réponse. Claire le regarda, avec des yeux agrandis par la surprise. Elle se rassit lentement, ses mains tremblant légèrement. « Monsieur Dubois, je ne pense pas que ce soit approprié de... » commença-t-elle. Mais Alexandre l'interrompit. « Claire, regardez-moi, » dit-il. Elle leva les yeux vers lui et dans son regard, Alexandre lut toute la vulnérabilité qu'elle s'efforçait de dissimuler depuis le début de la soirée. « Depuis quand travaillez-vous pour nous ?» Cette question apparemment anodine contenait en réalité toute ces problématiques de leur relation. « 4 ans, monsieur, » répondit Claire d'une voix à peine audible. « 4 ans pendant lesquels vous avez élevé ma fille, vous avez pris soin de notre maison, vous avez comblé un vide que je n'arrivais pas à combler. » Continua Alexandre. 4 ans pendant lesquels vous êtes devenu indispensable à notre équilibre familial. Margot écoutait cette conversation avec une attention passionnée, comme si son avenir se jouait dans ces mots échangés entre les deux, adulte qu'elle aimait le plus au monde. « Papa a raison, Claire, » intervint-elle. « Tu fais partie de la famille. Tu n'es plus une employée. Tu es comme une mère pour moi. » Ces mots frappèrent Claire comme une révélation. Des larmes se mirent à couler sur ses joues et elle ne chercha pas à les retenir. « Margot, ma chérie, tu ne peux pas imaginer ce que tu représentes pour moi. Tu es devenue la fille que je n'ai jamais eue, la famille que je n'espérais plus avoir. » Sa voix se brisa sur ces derniers mots, révélant toute la solitude qu'elle avait portée avant d'entrer dans leur vie. Alexandre sentit son cœur se serrer devant l'émotion de Claire.
Cette femme qui avait consacré 4 années de sa vie à élever sa fille, qui avait renoncé à sa propre vie sociale pour se dévouer à leur famille, méritait-elle vraiment de rester dans l'ombre, dans le statut d'employée? « Claire, dit-il doucement, quand j'ai surpris votre conversation près de la piscine tout à l'heure, Claire sursauta. « Vous avez entendu » Alexandre hocha la tête. « J'ai entendu Margot vous dire qu'elle rêvait que je vous épouse, et j'ai entendu votre trouble face à cette confession. » Claire baissa les yeux, mortifiée. « Je suis désolé, monsieur Dubois. Je n'aurais jamais dû laisser Margot nourrir de tels espoirs. C'est inapproprié de ma part. »« Inapproprié » répéta Alexandre. « Claire, regardez-moi. » Elle leva les yeux vers lui, et Alexandre y plongea son regard avec une intensité nouvelle. « Depuis que je suis rentré ce soir, je réalise des choses que j'avais refusé de voir. Je réalise que vous n'êtes plus une employée depuis longtemps. Je réalise que vous êtes devenue une femme importante dans ma vie, pas seulement parce que vous faites pour Margot, mais parce que vous êtes. » Margot retenait son souffle, suspendu aux paroles de son père. Claire le regardait avec des yeux écarquillés, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. « Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Je ne suis qu'une gouvernante. Vous êtes un homme riche, influent, vous pourriez avoir n'importe quelle femme. »« N'importe quelle femme » l'interrompit Alexandre. « Claire, ces 4 dernières années, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Des femmes brillantes, belles, de mon milieu social. Mais aucune d'entre elles n'a su créer ce que vous avez créé ici. Cette harmonie, cette complicité, cette famille recomposée dont je n'avais même pas conscience qu'elle existait. » Claire secoua la tête, comme si elle refusait de croire à cette déclaration. « Vous dites ça parce que vous êtes ému de retrouver Margot, parce que vous culpabilisez de vos absences. Demain, vous verrez les choses différemment. » Mais Alexandre se leva et contourna la table pour venir s'agenouiller près de sa chaise. « Claire, regardez-moi, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes. « Quand j'ai vu Margot dans vos bras tout à l'heure, quand j'ai entendu la tendresse dans votre voix, quand j'ai vu l'amour que vous lui portez, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Caroline était la femme de ma jeunesse, la mère de Margot, et je l'aimerai toujours. Mais vous êtes peut-être la femme de ma maturité, celle qui peut m'aider à construire un nouveau bonheur. » Margot poussa un petit cri de joie et se leva pour venir enlacer Claire et son père. « Oh Claire, dis oui, dis que tu veux bien être ma nouvelle maman et la femme de papa. » Claire était submergée par l'émotion, les larmes coulaient librement sur ses joues et elle regardait alternativement Alexandre et Margot comme si elle rêvait. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « C'est tellement inattendu. Je n'ai jamais osé espérer. Mais Alexandre, vous êtes sûr? Vous ne regretterez pas? Notre différence de situation sociale, votre position, que dira-t-on » Alexandre sourit et essuya tendrement ses larmes. « Claire, ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, nous trois. Le reste n'a aucune importance. »« Alors tu dis oui ?» insista Margot avec l'impatience de ses 16 dents. Claire regarda longuement Alexandre, cherchant dans ses yeux la confirmation de ses sentiments. « Si vous êtes sûr de vous, Alexandre, si vous pensez vraiment que nous pouvons former une vraie famille, alors oui, j'accepte de devenir votre femme. » L'explosion de joie de Margot résonna dans toute la maison. Elle sautait, riait, embrassait tour à tour son père et Claire, et Alexandre réalisait qu'il n'avait jamais vu sa fille aussi heureuse depuis la mort de Caroline. « Nous allons être une vraie famille, » répétait-elle. « Claire va devenir maman Claire. Oh, comme je suis heureuse !» Alexandre attira Claire dans ses bras et l'embrassa tendrement, scellant cette promesse d'un avenir commun. Dans ce baiser, il retrouvait des émotions qu'il croyait perdues à jamais, la douceur d'aimer et d'être aimé, la perspective d'un bonheur partagé. « Je t'aime, Claire », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je t'aime depuis plus longtemps que je ne voulais me l'avouer. »« Moi aussi, je t'aime », répondit Claire, en caressant son visage. « J'ai eu si peur de ces sentiments que je ressentais pour toi. J'avais si peur de trahir la confiance que tu avais placée en moi. » Alexandre la serra plus fort contre lui. « Tu n'as rien trahi, ma chérie. Tu as construit quelque chose de magnifique, quelque chose que nous allons continuer à construire ensemble. » Margot s'installa entre eux, réclamant sa part de cette étreinte familiale. « Maintenant, il faut organiser le mariage, » déclara-t-elle avec un pragmatisme qui fit rire ses parents adoptifs. « Et il faut que Claire emménage dans la suite parentale. Et il faut annoncer la nouvelle à tout le monde. Oh, Madame Bertrand va être si contente. » Alexandre et Claire échangèrent un regard amusé. Leur fille avait déjà tout planifié. « Doucement, ma chérie, » dit Alexandre, « nous avons le temps d'organiser tout ça. L'important, c'est que nous soyons d'accord tous les trois sur l'essentiel.
Nous voulons former une famille. Margot hocha vigoureusement la tête. Oui, la plus belle famille du monde. Cette soirée, qui avait commencé par une découverte troublante près de la piscine, se terminait par la promesse d'un nouveau bonheur. Alexandre réalisait que parfois, les plus belles surprises de la vie surgissent là où on ne les attend pas, dans la simplicité d'un quotidien qu'on avait cessé de regarder vraiment. Les semaines qui suivirent cette soirée mémorable furent un tourbillon d'émotions et de préparatifs. Alexandre découvrait avec bonheur cette nouvelle dynamique familiale où Claire n'était plus la gouvernante, mais sa fiancée, où Margot rayonnait d'un bonheur qu'il ne lui avait plus vu depuis la mort de Caroline. La maison du 16e arrondissement résonnait de rires et de conversations animées, comme si elle retrouvait une âme qu'elle avait perdue. Le lendemain de leur fiançailles, Alexandre avait organisé une réunion avec son conseil d'administration pour annoncer qu'il déléguait une grande partie de ses responsabilités à ses directeurs. « Je veux être présent pour ma famille », avait-il déclaré, surprenant ses collaborateurs habitués à le voir sacrifier sa vie privée à ses affaires. Cette décision marquait un tournant dans sa vie, une priorité nouvelle donnée au bonheur personnel sur la réussite professionnelle. Claire, de son côté, vivait cette transformation de statut avec un mélange d'euphorie et d'appréhension. Passer de gouvernante à future épouse d'Alexandre Dubois impliquait des changements considérables qu'elle apprenait à apprivoiser. Alexandre avait insisté pour qu'elle emménage immédiatement dans la suite parentale, mais Claire avait préféré attendre leur mariage, par respect pour Margot et pour préserver une certaine image de respectabilité. « Claire a raison », avait approuvé Margot. « C'est plus romantique d'attendre le mariage, et puis ça nous donne le temps d'organiser la plus belle cérémonie du monde. » L'adolescente s'était improvisée wedding planner en chef, multipliant les idées et les suggestions avec un enthousiasme contagieux. Un matin d'octobre, alors qu'Alexandre prenait son petit déjeuner dans la véranda qui donnait sur le jardin, Margot fit irruption avec une pile de magazines de mariage sous le bras. « Papa, Claire, venez voir. J'ai trouvé des idées magnifiques pour la robe de mariée. » Elle étala les revues sur la table en verre, dévoilant des pages couvertes de modèles tout plus somptueux les uns que les autres. Claire, qui sirotait son café en observant les dernières roses d'automne, sourit devant l'enthousiasme de sa future belle-fille. « Margot, ma chérie, n'oublie pas que nous avons prévu une cérémonie intime. Je n'ai pas besoin d'une robe de princesse. » Mais Margot secoua énergiquement la tête. « Mais si, tu vas devenir la femme de papa, tu mérites la plus belle des robes. » Alexandre posa sa main sur celle de Claire, admirant une fois de plus la délicatesse de ses traits dans la lumière dorée du matin. « Margot a raison. Ce jour sera unique, et tu mérites ce qu'il y a de plus beau. » Claire rougit légèrement, encore peu habituée à être l'objet de tant d'attention. « Vous me gâtez trop tous les deux. Regarde celle-ci !» s'exclama Margot en désignant une robe en dentelle de Calais, d'une élégance extraordinaire. « Elle ferait ressortir la couleur de tes yeux. » Claire examina le modèle, et Alexandre vit ses yeux s'éclairer d'un plaisir évident. « Elle est magnifique, admit-elle, mais le prix doit être astronomique. »« Claire, dit Alexandre avec douceur, j'aimerais que tu cesses de t'inquiéter des questions d'argent. Nous allons être mariés, ce qui est à moi sera à toi. Et surtout, rien n'est trop beau pour la femme que j'aime. » Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Claire, qui avait encore du mal à réaliser la transformation radicale de sa vie. Margot battit des mains. « Alors nous irons chez ce créateur la semaine prochaine. Et il faut aussi penser aux alliances, et aux fleurs, et au lieu de la cérémonie. Oh, et il faut absolument que je trouve la robe parfaite pour être votre demoiselle d'honneur. » L'excitation de Margot était si communicative qu'Alexandre et Claire ne purent s'empêcher de rire. « Nous avons décidé de nous marier à la mairie du 16e, puis de faire une réception ici, dans le jardin, » expliqua Alexandre. « Quelque chose d'intime avec nos proches. » Claire hocha la tête, mais Margot fronça les sourcils. « C'est tout? Pas d'église? Pas de grande réception ?» Alexandre et Claire échangèrent un regard complice. « Ma chérie, dit Claire, ton père et moi préférons quelque chose de simple et d'authentique. L'important, c'est d'être ensemble, pas de faire un grand spectacle. » Margot réfléchit un moment, puis son visage s'éclaira. « Vous avez raison. L'essentiel, c'est que vous vous aimiez. Et puis une fête dans notre jardin, ce sera magique. » Alexandre observait cette scène avec un bonheur profond. Sa fille et sa future épouse s'entendaient à merveille, créant une harmonie familiale qu'il n'avait jamais osé espérer. « Et pour le voyage de noces ?» demanda Margot. « Où allez-vous partir ?» Cette question fit rougir Claire, qui n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait un jour partir en voyage de noces. « Nous pensions à la Toscane », répondit Alexandre. «
Quelques jours dans une villa près de Florence pour nous retrouver en amoureux. Margot battit des mains. C'est romantique, et moi, je resterai ici avec Madame Bertrand. Ou bien, son expression devint soudain inquiète. Vous ne m'emmènerez pas avec vous? Alexandre et Claire échangèrent un regard amusé. Ma chérie, dit Claire, un voyage de noces, c'est pour les nouveaux mariés. Mais nous pourrons faire un grand voyage tous les trois pour Noël, qu'est-ce que tu en dis? Margot parut rassurée. D'accord, mais promettez-moi que vous ne partirez pas trop longtemps. Cette conversation révéla à Alexandre l'ampleur des changements qui s'opéraient dans leur vie. Margot avait vécu 4 ans en tête-à-tête avec Claire, et l'idée de les voir partir ensemble l'inquiétait. Il faudrait du temps pour que ces nouveaux équilibres se stabilisent. Le téléphone de la maison sonna, interrompant leur projet. Madame Bertrand apparut dans la véranda. « Monsieur Dubois, c'est Maître Fontaine, votre notaire. Il souhaite vous parler. » Alexandre fronça les sourcils. Que pouvait lui vouloir son notaire un dimanche matin? « Passez-le-moi ici, » dit-il en désignant le téléphone de la véranda. Maître Fontaine était un homme de la vieille école, méticuleux et discret, qui gérait les affaires familiales des Dubois depuis 20 ans. « Maître, que me vaut l'honneur de votre appel un dimanche ?» Alexandre écoutait, son expression devenant de plus en plus grave. Claire et Margot observaient son visage, inquiètes de ce changement d'humeur soudain. « Je vois. Oui, bien sûr. Non, pas maintenant. Nous en reparlerons demain à votre étude. » Alexandre raccrocha, visiblement contrarié. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda Margot, l'anxiété perçant dans sa voix. Alexandre hésita un moment avant de répondre. « Il y a un problème avec le testament de ta mère, Margot. Apparemment, il y a des clauses que nous n'avions pas remarquées concernant un éventuel remariage de ma part. » Claire pâlit. « Quel genre de clause ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Je ne sais pas encore exactement, » répondit Alexandre. « Maître Fontaine veut m'expliquer tout ça en détail demain, mais apparemment, Caroline avait prévu certaines conditions. » Le silence qui s'abattit sur la véranda était lourd de pressentiments. Margot prit la main de Claire comme pour la rassurer. « Quoi qu'il arrive, » dit-elle avec une détermination qui surprit les adultes, « nous ne laisserons rien nous séparer. N'est-ce pas, papa ?» Alexandre regarda sa fille, touché par sa maturité. « Bien sûr, ma chérie, rien ne peut nous séparer maintenant. » Mais dans sa voix, Claire perçut une inquiétude qu'il s'efforçait de dissimuler. Le lendemain matin, Alexandre se rendit chez Maître Fontaine dans son étude de la rue de Rivoli. Le notaire, un homme de 70 ans aux cheveux blancs et aux lunettes cerclées d'or, l'accueillit avec un embarras évident. « Alexandre, asseyez-vous. Ce que j'ai à vous dire est délicat. » Alexandre s'installa dans le fauteuil en cuir face au bureau, appréhendant les révélations à venir. « Votre épouse Caroline, que Dieu ait son âme, était une femme remarquable, » commença Maître Fontaine. Mais elle était aussi très prévoyante. Quand elle a rédigé ses dernières volontés, peu après la naissance de Margot, elle avait anticipé la possibilité que vous vous remariez. Alexandre fronça les sourcils. « Et alors, en quoi cela pose-t-il problème ?» Maître Fontaine ouvrit un dossier épais et en sortit plusieurs documents. Caroline a inclus dans son testament une clause stipulant que si vous vous remariez avec une femme de condition sociale inappropriée, ce sont ses termes, la garde de Margot et une partie importante de l'héritage reviendrait à sa sœur Isabelle. Alexandre sentit le sang se glacer dans ses veines. Isabelle, la sœur de Caroline, était une femme austère et rigide qui n'avait jamais accepté son mariage avec Caroline, estimant qu'elle avait épousé au-dessous de sa condition. « Qu'entendait Caroline par condition sociale inappropriée ?» demanda-t-il, bien qu'il devinât déjà la réponse. « Une femme sans fortune personnelle, sans titre, sans famille influente, » répondit le notaire avec embarras. Caroline craignait qu'après sa mort, vous ne tombiez sous l'influence d'une femme intéressée uniquement par votre fortune. Alexandre se leva brutalement, arpentant le bureau comme un fauve en cage. Caroline pensait vraiment que j'étais si stupide, si influençable? Sa voix trahissait une colère et une déception profonde. Comment la femme qu'il avait aimée avait-elle pu douter à ce point de son jugement? Maître Fontaine leva les mains dans un geste d'apaisement. Elle vous aimait, Alexandre, mais elle aimait aussi Margot par-dessus tout. Elle voulait la protéger. « Et Isabelle est au courant de ces clauses ?» demanda Alexandre, redoutant la réponse. Le notaire hocha la tête. « Elle m'a contacté hier, après avoir appris vos fiançailles par des connaissances communes. Elle compte contester votre mariage devant les tribunaux si vous l'épousez. » Alexandre sentit la colère monter en lui. « Et elle a des chances de gagner ?»« Malheureusement, oui, »
répondit Maître Fontaine. Le testament de Caroline est parfaitement légal et très bien rédigé. Si le tribunal estime que mademoiselle Claire correspond à la définition d'épouse inappropriée, vous pourriez perdre la garde de Margot et une grande partie de votre patrimoine personnel. Alexandre s'effondra dans son fauteuil, anéanti par cette révélation. Comment annoncer cela à Claire et Margot? Comment leur expliquer que leur bonheur naissant était menacé par la volonté d'une morte et l'avidité d'une belle-sœur? Y a-t-il un moyen de contourner ces clauses? Demanda-t-il avec l'énergie du désespoir. Maître Fontaine réfléchit longuement. Il y a peut-être une solution. Si vous arriviez à prouver que votre union avec mademoiselle Claire n'est pas motivée par l'intérêt, mais par un amour sincère et ancien, si vous démontriez qu'elle fait déjà partie de la famille depuis des années, le tribunal pourrait considérer que l'esprit du testament n'est pas violé. Comment prouver l'amour devant un tribunal? Demanda Alexandre avec amertume. En montrant que mademoiselle Claire s'est occupée de Margot avec dévouement pendant 4 ans, qu'elle a refusé d'emblée toute avance de votre part, qu'elle n'a jamais cherché à profiter de sa position, répondit le notaire. Il faudra témoigner de la qualité de sa relation avec Margot, de son intégrité morale. Alexandre réfléchissait fébrilement. Et si nous reportions le mariage? Si nous attendions que Margot soit majeure? Maître Fontaine secoua la tête. Cela ne changerait rien. Tant que Margot n'aura pas 25 ans, elle reste sous la protection de ce testament, et l'héritage, lui, serait définitivement perdu. Dans ce cas, nous nous battrons, déclara Alexandre avec une détermination farouche. Je ne laisserai ni Caroline ni Isabelle détruire le bonheur de ma fille et le mien. Claire fait partie de notre famille. Elle mérite d'être reconnue comme telle. Maître Fontaine approuva. C'est la bonne décision. Je vais préparer notre défense. Le retour à la maison fut un calvaire pour Alexandre. Comment annoncer cette nouvelle à Claire et Margot? Comment leur expliquer que leur projet de mariage était compromis par des fantômes du passé? Il trouva Claire dans le salon, en train de corriger les devoirs de Margot qui était au lycée pour ses derniers cours avant les vacances de la Toussaint. « Comment s'est passé ton rendez-vous chez le notaire ?» demanda-t-elle en levant les yeux de ses copies. Dans son regard, Alexandre lut une appréhension qu'elle s'efforçait de dissimuler. Il s'assit près d'elle sur le canapé, prit ses mains dans les siennes, cherchant les mots les moins douloureux pour lui révéler la vérité. « Claire, ma chérie, ce que je vais te dire va être difficile à entendre. » Il lui raconta tout, les clauses du testament, les menaces d'Isabelle, les risques qu'ils encouraient. Au fur et à mesure de ses explications, il voyait le visage de Claire se fermer, ses yeux perdre leur éclat, ses épaules s'affaisser sous le poids de cette révélation. Quand il eut terminé, Claire resta silencieuse un long moment, fixant ses mains jointes sur ses genoux. « Je vois », dit-elle finalement d'une voix atone. Caroline avait raison de se méfier. Je ne suis effectivement qu'une gouvernante sans fortune ni famille. Je n'ai rien à offrir à ta fille. Alexandre sentit son cœur se briser devant cette résignation. Claire, non, tu te trompes complètement. Il la prit dans ses bras, la serrant contre lui avec désespoir. Tu nous as offert 4 années de bonheur. Tu as élevé Margot avec amour. Tu as comblé un vide que personne d'autre n'aurait pu combler. Ta valeur ne se mesure pas à ta fortune ou à ton nom de famille. Claire se dégagea doucement de son étreinte, et Alexandre vit dans ses yeux une résolution qui l'effraya. « Alexandre, je ne peux pas être responsable de te faire perdre ta fille et ta fortune. Si notre mariage met en danger l'avenir de Margot, alors nous ne devons pas nous marier. » Ces mots frappèrent Alexandre comme un coup de poignard. « Tu ne peux pas renoncer maintenant. Nous nous battrons, nous gagnerons. Maître Fontaine pense que nous avons des chances. » Mais Claire secoua la tête avec une tristesse infinie. « Et si nous perdons ? Margot se retrouverait chez cette tante qu'elle ne connaît pas, dans un environnement qui lui serait hostile. Je ne peux pas prendre ce risque. » À cet instant, la porte d'entrée claqua et Margot apparut dans le salon, son cartable à la main et le sourire aux lèvres. « Coucou, comment s'est passée votre journée? J'ai hâte de vous raconter ce qui s'est passé au lycée. » Mais son expression changea immédiatement quand elle vit les visages défaits d'Alexandre et Claire. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ces têtes ?» demanda-t-elle, l'inquiétude perçant dans sa voix. Alexandre et Claire échangèrent un regard, chacun espérant que l'autre prendrait la parole. Finalement, Alexandre attira sa fille près de lui sur le canapé. « Ma chérie, il y a un problème avec notre projet de mariage, commença-t-il. Il lui expliqua la situation avec des mots choisis, essayant de minimiser l'impact émotionnel tout en lui faisant comprendre la gravité de la situation. Margot l'écouta en silence, son visage passant par toutes les nuances de l'émotion. Surprise, colère, tristesse, détermination.
Alors maman ne voulait pas que papa soit heureux ?» demanda-t-elle finalement. Cette question simple contenait tant de douleur qu'Alexandre sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ta maman t'aimait plus que tout, Margot. Elle voulait te protéger, mais elle n'avait pas prévu que Claire deviendrait aussi importante pour nous. » Margot se tourna vers Claire qui pleurait silencieusement. « Claire, tu ne vas pas nous abandonner? Tu ne vas pas partir ?» Claire prit le visage de Margot entre ses mains, essuyant ses propres larmes. « Ma chérie, je ne veux pas partir, mais je ne peux pas non plus risquer que tu sois séparée de ton père à cause de moi. »« Mais moi, je veux que vous vous mariez, » protesta Margot avec véhémence. « Je veux que nous formions une vraie famille. Et cette tante Isabelle, je ne la connais même pas. Pourquoi elle aurait le droit de décider de ma vie ?» L'indignation de l'adolescente était touchante, mais elle ne changeait rien à la réalité juridique. « Ma chérie, dit Alexandre, nous allons nous battre. Nous allons tout faire pour que ce mariage ait lieu. Mais il faut que tu saches qu'il y a des risques. » Margot se redressa, et dans ses yeux verts, Alexandre retrouva la détermination farouche qu'il avait héritée de Caroline. « Alors nous nous battrons tous les trois, déclara-t-elle. Et nous gagnerons, parce que nous avons quelque chose que tante Isabelle n'a pas. Nous nous aimons vraiment. » Cette déclaration, prononcée avec la conviction absolue de ses 16 ans, redonna courage à Alexandre et Claire. Claire regarda longuement Margot, puis Alexandre. « Vous êtes sûr, vraiment sûr que cela vaut la peine de prendre ce risque ?» Alexandre prit ses mains dans les siennes. « Claire, je t'aime. Margot t'aime. Tu fais partie de cette famille depuis 4 ans. Nous ne te laisserons pas partir sans nous battre. »« Jamais !» renchérit Margot en se jetant dans les bras de Claire. « Tu es ma vraie maman maintenant, et personne ne nous séparera. » Claire serra l'adolescente contre elle, et Alexandre vit qu'elle prenait sa décision. « D'accord, dit-elle. Nous nous battrons. Pour nous, pour notre famille, pour notre amour. » Ce soir-là, les 3 membres de cette famille recomposée dînèrent ensemble, élaborant leur stratégie pour affronter Isabelle et les tribunaux. Alexandre contacta les meilleurs avocats de Paris, Claire rassembla tous les documents prouvant son dévouement envers Margot, et l'adolescente rédigea une lettre émouvante expliquant pourquoi elle voulait que Claire devienne officiellement sa belle-mère. « Nous avons un atout que n'avait pas prévu. »« Caroline, dit Alexandre en regardant sa fille et sa fiancée, nous avons 4 années de bonheur partagé, de complicité, d'amour véritable. Aucun tribunal ne pourra ignorer cela. » Claire sourit, retrouvant espoir. « Et nous avons Margot, qui témoignera de la vérité de nos sentiments. » Margot leva son verre de jus d'orange. « À notre famille, à notre victoire, et à tous ceux qui essaient de nous séparer. Ils ne connaissent pas les Dubois. » Alexandre et Claire trinquèrent avec elle, et pour la première fois depuis la révélation du matin, ils crurent vraiment à leur victoire. Les semaines qui suivirent furent marquées par une intense préparation juridique. Alexandre avait engagé Maître Delacroix, l'un des avocats les plus réputés de Paris en droit familial, une femme de 50 ans à la réputation redoutable qui avait gagné des causes apparemment perdues d'avance. Lors de leur première rencontre dans son cabinet de l'avenue Montaigne, elle avait écouté leur histoire avec attention. « Votre situation est complexe, mais pas désespérée », avait-elle déclaré après avoir étudié tous les documents. Caroline Dubois a rédigé ce testament dans un moment de fragilité peu après la naissance de sa fille. Elle avait peur pour l'avenir de Margot, c'est compréhensible. Mais elle ne pouvait pas prévoir que la gouvernante qu'elle engagerait deviendrait une seconde mère pour son enfant. Maître Delacroix avait élaboré une stratégie en 3 axes. Prouver l'ancienneté et la sincérité des sentiments entre Alexandre et Claire, démontrer l'excellence de la relation entre Claire et Margot, et enfin, établir que Claire n'avait jamais profité de sa position pour s'enrichir ou manipuler la famille. Nous devons montrer que mademoiselle Claire correspond exactement au type de femme que Caroline aurait approuvé si elle l'avait connue, expliquait l'avocate. Une femme cultivée, dévouée, qui a consacré sa vie à l'épanouissement de Margot sans jamais chercher son profit personnel. Isabelle de Montclair, la sœur de Caroline, n'avait pas perdu de temps. Elle avait engagé un cabinet d'avocats spécialisé dans les successions et avait déposé une requête devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire annuler les fiançailles et contester toute union future entre Alexandre et Claire. Sa stratégie était simple, peindre Claire comme une aventurière qui avait manipulé un homme en deuil et sa fille vulnérable. La première audience eut lieu un matin glacial de novembre. Alexandre, Claire et Margot se rendirent au palais de justice ensemble, formant un front uni face à l'adversité. Claire avait choisi une tenue sobre mais élégante.
un tailleur bleu marine qui soulignait sa distinction naturelle. Margot, exceptionnellement dispensée de cours, portait une robe sage qui la faisait paraître plus âgée que ses 16 ans. Dans la salle d'audience, ils découvrirent Isabelle de Montclair pour la première fois depuis les funérailles de Caroline. Cette femme de 55 ans, aux cheveux gris tirés en chignon strict et au regard froid, incarnait l'aristocratie parisienne dans ce qu'elle avait de plus rigide. Elle était accompagnée de son avocat, maître Bramard, un homme sec et cassant réputé pour sa brutalité dans les procès. « Regardez-la !» murmura Margot à l'oreille de Claire. « Elle a l'air d'avoir avalé un parapluie. Comment papa peut-il être de la même famille que maman ?» Claire lui pressa discrètement la main pour la faire taire, mais elle ne put s'empêcher de sourire devant cette observation pertinente. Le juge Martineau, un homme d'une 60aine d'années à l'expression bienveillante mais ferme, ouvrit l'audience. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la requête de Madame Isabelle de Montclair concernant l'application des clauses testamentaires de feu Caroline Dubois. Maître Bramard, vous avez la parole. » L'avocat d'Isabelle se leva, ajustant ses lunettes avant de commencer sa plaidoirie. « Monsieur le juge, nous sommes ici pour défendre la volonté d'une mère aimante qui, pressentant sa mort prématurée, avait pris toutes les précautions pour protéger sa fille unique. Caroline Dubois, issue d'une famille honorable et fortunée, craignait que son époux, dans son chagrin, ne tombe sous l'influence d'une femme intéressée. Alexandre sentit la colère monter en lui. Comment osait-on déformer ainsi la mémoire de Caroline et dépeindre Claire comme une manipulatrice? Maître Delacroix posa une main apaisante sur son bras, lui signifiant de garder son calme. « Or, continua Maître Bramard, c'est exactement ce qui s'est produit. Mademoiselle Claire Moreau, simple gouvernante sans fortune ni famille, a su se rendre indispensable auprès d'un homme fragilisé par le deuil et d'une adolescente en manque de repères maternels. Elle a profité de sa position privilégiée pour s'introduire dans l'intimité familiale et manipuler ses employeurs. » Claire blêmit sous l'accusation. Ces mots faisaient d'elle une opportuniste sans scrupules, alors qu'elle n'avait jamais eu d'autre motivation que le bien-être de Margot. Alexandre lui prit la main, lui transmettant silencieusement son soutien et sa conviction. « Nous demandons donc au tribunal d'appliquer strictement les volontés de Caroline Dubois, » conclut Maître Bramard, « c'est-à-dire d'interdire cette union et de confier la garde de Margot Dubois à sa tante, Madame de Montclair, qui saura lui offrir l'éducation et l'environnement que sa mère aurait souhaité. » Le silence qui suivit cette plaidoirie était lourd de tension. Margot serrait les poings, luttant visiblement contre l'envie de se lever pour protester. Claire gardait les yeux baissés, blessée par ces accusations qui salissaient 4 années de dévouement sincère. « Maître Delacroix, à vous, » dit le juge. L'avocate se leva avec une grâce féline, son regard balayant l'assistance avant de se fixer sur le magistrat. « Monsieur le juge, nous venons défendre une histoire d'amour authentique et une famille qui s'est construite dans la vérité et le respect mutuel. » Elle s'approcha du pupitre, ses notes à la main. Caroline Dubois était effectivement une mère aimante, soucieuse de l'avenir de sa fille, mais elle était aussi une femme intelligente qui aurait su reconnaître les qualités exceptionnelles de Claire Moreau si elle avait eu l'occasion de la connaître. Maître Delacroix commença alors à dérouler méthodiquement son argumentation. Elle présenta les diplômes de Claire, ses références professionnelles impeccables, les témoignages de ses précédents employeurs qui attestèrent de son intégrité et de son professionnalisme. Elle montra comment Claire avait refusé plusieurs offres d'emploi mieux rémunérées pour rester auprès de Margot. Mademoiselle Moreau n'est pas une aventurière, monsieur le juge. C'est une femme cultivée, diplômée de la Sorbonne en littérature française, qui a choisi de consacrer sa vie à l'éducation des enfants. Quand elle a été engagée par monsieur Dubois, elle aurait pu profiter de sa position pour s'enrichir. Or que constatons-nous? Qu'elle a vécu 4 ans dans la même chambre de service, qu'elle n'a jamais demandé d'augmentation, qu'elle a même refusé les cadeaux que monsieur Dubois voulait lui offrir pour Noël. Alexandre se souvint effectivement de ces Noëls où Claire refusait obstinément les bijoux ou les vêtements de luxe qu'il voulait lui offrir, préférant des livres ou des objets sans valeur marchande. Cette attitude, qu'il avait prise pour de la timidité, révélait en réalité une intégrité remarquable. Mais surtout, continua Maître Delacroix, nous allons vous démontrer que mademoiselle Moreau est devenue pour Margot Dubois bien plus qu'une gouvernante. Elle est devenue une mère de cœur. L'avocate demanda alors à Margot de se lever et de s'avancer vers la barre. L'adolescente, malgré son trac évident,
fit face au juge avec un courage admirable. « Margot, dit Maître Delacroix avec douceur, pouvez-vous nous expliquer ce que représente Claire dans votre vie ?» Margot prit une profonde inspiration avant de commencer à parler d'une voix claire et assurée. « Claire, c'est la personne qui m'a consolé quand j'avais des cauchemars après la mort de maman. C'est elle qui m'a appris à lire vraiment. Pas seulement déchiffrer des mots, mais comprendre la beauté des textes. C'est elle qui m'a expliqué les transformations de mon corps quand j'ai eu mes règles, parce que papa n'aurait pas pu le faire. C'est elle qui connaît tous mes secrets, tous mes rêves, toutes mes peurs. » La voix de Margot se brisa légèrement sur ces derniers mots, mais elle se reprit immédiatement. « Claire n'a jamais cherché à remplacer maman. Elle m'a toujours parlé d'elle avec respect et amour. Mais elle a comblé un vide que personne d'autre ne pouvait combler. Et maintenant, elle aime papa, et papa l'aime, et nous formons une vraie famille. » L'émotion dans la voix de l'adolescente était palpable, et Alexandre vit que même le juge semblait touché par cette déclaration sincère. « Que pensez-vous de votre tante Isabelle ?» demanda Maître Delacroix. Margot jeta un regard vers la dame austère qui réclamait sa garde. « Je respecte tante Isabelle parce que c'était la sœur de maman, » répondit Margot diplomatiquement. « Mais je ne la connais pas. Je ne l'ai vue qu'aux funérailles et quelquefois avant. Elle vit dans un monde qui n'est pas le mien. Comment pourrait-elle s'occuper de moi alors qu'elle ne sait rien de ce que j'aime, de ce dont j'ai besoin ?» Cette réponse, empreinte de maturité et de bon sens, porta visiblement. Le juge prenait des notes, et Alexandre remarqua qu'Isabelle semblait moins sûre d'elle qu'au début de l'audience. « Merci, Margot, » dit Maître Delacroix. « Vous pouvez retourner vous asseoir. » Puis, s'adressant au tribunal, « Monsieur le juge, nous avons également préparé un dossier complet des activités éducatives et culturelles que Mademoiselle Moreau a organisées pour Margot ces 4 dernières années. » L'avocate présenta alors un épais classeur contenant des photos, des billets de spectacle, des comptes rendus de visites de musées, des devoirs corrigés avec patience et pédagogie. Chaque page témoignait de l'investissement total de Claire dans l'éducation et l'épanouissement de Margot. « Voici l'œuvre d'une femme qui a consacré sa vie à une enfant qui n'était pas la sienne, » déclara Maître Delacroix. « Est-ce là l'attitude d'une aventurière, ou plutôt celle d'une mère de cœur qui mérite d'être reconnue comme telle ?» La plaidoirie se poursuivit avec les témoignages écrits de Madame Bertrand, du chauffeur Henri, des professeurs particuliers qui avaient vu Claire à l'œuvre. Tous décrivaient une femme dévouée, patiente, aimante, qui avait transformé une enfant triste en adolescente épanouie. Quand vint le tour de Claire de témoigner, elle se leva avec une dignité qui força le respect. Face au juge, elle raconta son histoire simplement, sans chercher à émouvoir ni à convaincre, se contentant de dire la vérité. Elle expliqua comment elle était tombée amoureuse d'Alexandre petit à petit, presque malgré elle, comment elle avait lutté contre ses sentiments qu'elle jugeait inappropriés. « Je n'ai jamais cherché à séduire Monsieur Dubois », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Au contraire, j'ai tout fait pour maintenir une distance professionnelle. Quand j'ai réalisé que mes sentiments dépassèrent le cadre de mon travail, j'ai même envisagé de démissionner. Mais Margot avait besoin de stabilité, et je ne pouvais pas l'abandonner. » Claire raconta ensuite comment Alexandre lui avait fait sa déclaration, comment Margot avait exprimé son souhait de les voir s'unir, comment leur amour s'était construit dans la transparence et le respect mutuel. « Si j'épouse Alexandre, conclut-elle, ce ne sera pas pour sa fortune, mais pour fonder avec lui et Margot la famille que nous sommes déjà dans nos cœurs. » L'audience fut ensuite suspendue pour permettre au juge de délibérer. Alexandre, Claire et Margot se retrouvèrent dans le couloir du palais de justice, épuisés émotionnellement par cette épreuve. Isabelle de Montclair passa près d'eux sans un regard, accompagnée de son avocat, qui semblait moins confiant qu'au début de la journée. « Comment tu crois que ça s'est passé ?» demanda Margot à Maître Delacroix. L'avocate sourit avec prudence. « Je pense que nous avons marqué des points importants. Votre témoignage était très émouvant, Margot, et la sincérité de Claire a dû toucher le juge. Mais il faut rester prudent. Les tribunaux n'aiment pas aller contre les volontés testamentaires. » 2 heures plus tard, ils étaient rappelés dans la salle d'audience. Le juge Martineau avait l'expression grave de quelqu'un qui s'apprête à rendre une décision difficile. « Après avoir examiné tous les éléments de ce dossier, commença-t-il, je dois reconnaître que nous nous trouvons face à une situation complexe qui oppose la volonté d'une défunte aux réalités d'une famille vivante. » Alexandre sentit son cœur battre la chamade. Claire avait fermé les yeux, comme pour se préparer au pire. Margot serrait les poings, toute son attention concentrée sur les paroles du magistrat. Caroline Dubois a effectivement rédigé un testament protégeant sa fille
contre un éventuel mariage de convenance de son père, continua le juge. Mais ce testament a été écrit dans un contexte particulier, peu après la naissance de Margot, alors que Caroline était fragilisée par l'accouchement et angoissée par l'avenir. Le juge marqua une pause, consultant ses notes. Cependant, les éléments présentés aujourd'hui démontrent que la situation actuelle ne correspond en rien aux craintes exprimées par Caroline Dubois. Mademoiselle Claire Moreau n'est pas une aventurière. C'est une femme cultivée, intègre, qui s'est dévouée corps et âme à l'éducation de Margot Dubois. Alexandre osa respirer un peu mieux. Le juge semblait pencher en leur faveur. Le témoignage de Margot Dubois, malgré son jeune âge, révèle une maturité remarquable et une lucidité touchante sur sa situation familiale. Il est évident que cette adolescente ne subit aucune manipulation, mais exprime librement sa volonté de voir se former cette nouvelle famille. Isabelle de Montclair se raidissait sur son siège, comprenant que la décision ne lui serait pas favorable. En conséquence, déclara le juge Martineau, je considère que les clauses testamentaires invoquées par Madame de Montclair ne s'appliquent pas à la situation présente. Monsieur Alexandre Dubois conserve tous ses droits parentaux et patrimoniaux. Il est libre d'épouser Mademoiselle Claire Moreau sans aucune restriction. L'explosion de joie de Margot résonna dans toute la salle d'audience. L'adolescente se jeta dans les bras de Claire puis de son père, riant et pleurant à la fois. Alexandre sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Claire, submergée par l'émotion, ne parvenait plus à retenir ses larmes de bonheur. Cependant, ajouta le juge, et son ton plus grave ramena le silence, je tiens à préciser que cette décision est motivée par les circonstances exceptionnelles de cette affaire. Si d'autres éléments devaient remettre en cause l'intégrité de cette union, le tribunal se réserverait le droit de réexaminer le dossier. Cette mise en garde tempéra légèrement leur joie, mais l'essentiel était acquis. Ils avaient gagné. Isabelle de Montclair quitta la salle d'audience sans un mot, visiblement furieuse de cette défaite. Son avocat la suivit, marmonnant quelque chose sur un possible appel. Mais Maître Delacroix assura Alexandre que leur chance en appel était très mince. Dans la voiture qui les ramenait vers le 16e arrondissement, Margot ne tenait plus en place. « Nous avons gagné, nous avons gagné. Papa et Claire vont se marier et nous serons une vraie famille. » Elle appelait déjà ses amis sur son téléphone pour leur annoncer la nouvelle, babillant avec l'exubérance de ses 16 ans. Alexandre tenait la main de Claire, encore sous le choc de cette victoire qui lui semblait presque irréelle. « Je n'arrive pas à croire que c'est fini, » murmura Claire. « Pendant des semaines, j'ai eu peur de tout perdre, de vous perdre tous les deux. » Alexandre porta sa main à ses lèvres, y déposant un baiser tendre. « Plus jamais nous ne serons séparés, » promit-il. « Cette épreuve nous a rendus plus forts. Maintenant, nous pouvons nous marier l'esprit libre, sans aucune ombre au tableau. » Claire sourit, retrouvant cette sérénité qu'elle avait perdue depuis l'annonce des clauses testamentaires. De retour à la maison, Madame Bertrand les accueillit avec un sourire radieux. « Alors, ces nouvelles ?» demanda-t-elle, bien qu'elle eût déjà deviné la réponse en voyant leur visage épanoui. « Nous avons gagné !» annonça Margot en se jetant dans les bras de la gouvernante. « Papa et Claire vont se marier. »« Dieu soit loué !» s'exclama Madame Bertrand en essuyant une larme de joie. « Cette maison va enfin retrouver le bonheur qu'elle mérite. » Elle se tourna vers Claire. « Mademoiselle Claire, ou plutôt future Madame Dubois, permettez-moi de vous dire que je n'aurais pas rêvé d'une meilleure épouse pour monsieur et d'une meilleure mère pour notre petite Margot. » Ces mots touchèrent profondément Claire, qui réalisait que toute la maisonnée l'avait adoptée depuis longtemps. Henri le gardien, les femmes de ménage, le jardinier, tous la considérèrent déjà comme la maîtresse de maison et se réjouissaient de cette union. Le soir même, Alexandre organisa un dîner de fête dans la salle à manger. Il avait fait livrer des fleurs magnifiques qui embaumaient toute la pièce, et Madame Bertrand avait préparé un menu exceptionnel pour célébrer leur victoire. Les bougies créaient une atmosphère intime et chaleureuse qui contrastait avec la tension des dernières semaines. « Je propose un toast », dit Alexandre en levant sa coupe de champagne. « À Claire, qui a transformé notre maison en foyer. À Margot, qui nous a donné le courage de nous battre pour notre bonheur. Et à Caroline, qui du haut du ciel nous a peut-être aidé à convaincre ce juge. » Cette évocation de Caroline, loin d'attrister l'atmosphère, la rendit plus solennelle et plus émouvante. « À notre famille », renchérit Margot en trinquant avec enthousiasme. Claire leva sa coupe, les yeux brillants d'émotion. « À l'amour qui triomphe de tous les obstacles », dit-elle simplement. Ils burent ensemble.
scellant cette promesse d'un avenir commun enfin libéré de toute entrave. Les semaines qui suivirent leur victoire au tribunal furent consacrées aux préparatifs du mariage. Alexandre et Claire avaient décidé de ne plus attendre et avaient fixé la cérémonie au premier samedi de décembre, dans l'intimité de leur famille et de leurs amis proches. Cette précipitation relative s'expliquait par leur désir de concrétiser rapidement leur union après ces mois d'incertitude. Margot avait pris les choses en main avec un enthousiasme débordant. Elle avait transformé sa chambre en bureau de wedding planner, couvrant les murs de photos de robes, de décorations florales, de plans de table et de listes de tâches minutieusement établies. Son père et Claire la regardèrent s'activer avec un mélange d'amusement et d'attendrissement. « J'ai réservé le salon bleu de l'hôtel Meurice pour le dîner après la cérémonie », annonça-t-elle un matin, en débarquant dans la cuisine où Alexandre et Claire prenaient leur petit déjeuner. 30 personnes maximum comme vous l'aviez demandé, et j'ai contacté le fleuriste de maman pour les bouquets. Alexandre et Claire échangèrent un regard complice. Margot avait naturellement évoqué Caroline en parlant du fleuriste, montrant qu'elle intégrait harmonieusement le passé et le présent de sa famille. « Tu as pensé à tout, ma chérie », dit Claire en embrassant Margot sur le front. « Nous avons de la chance d'avoir une organisatrice aussi efficace. » La robe de mariée avait été le grand projet de Claire et Margot. Elles avaient passé des heures chez le créateur que Margot avait choisi dans ses magazines, un couturier réputé de la place Vendôme, qui avait créé pour Claire une robe d'une élégance sublime. En dentelle de Calais-Ivoire, avec un décolleté sage et une traîne discrète, cette robe sublimait la beauté naturelle de Claire sans ostentation. « Tu es magnifique », avait dit Margot lors du dernier essayage, les larmes aux yeux. Maman aurait adoré cette robe. Claire avait serré l'adolescente dans ses bras, touchée par cette bénédiction symbolique. Elles avaient choisi ensemble les accessoires, un diadème discret en perles et diamants, des escarpins en satin assortis et le collier de perles que Caroline portait le jour de son propre mariage, qu'Alexandre avait offert à Claire en gage de continuité familiale. Alexandre, de son côté, avait commandé un costume sur mesure chez son tailleur habituel de Savile Row. Un smoking traditionnel en laine noire avec un gilet en soie grise qui mettait en valeur sa prestance naturelle. Margot avait insisté pour l'accompagner chez le tailleur, voulant s'assurer que son père serait le plus beau des mariés. « Papa, tu vas faire sensation », avait-elle déclaré en le voyant dans le smoking terminé. « Claire va tomber encore plus amoureuse de toi. » Alexandre avait ri, heureux de voir sa fille si impliquée dans leur bonheur. Cette complicité nouvelle avec Margot, cette façon qu'elle avait de se considérer comme partie prenante de leur couple, le touchait profondément. La question de la robe de Margot avait été résolue avec le même soin. Comme demoiselle d'honneur officielle, elle avait choisi une robe en mousseline bleu poudré qui soulignait sa grâce d'adolescente en devenir. « Je veux être belle pour vous accompagner », avait-elle expliqué, mais pas trop pour ne pas faire d'ombre à la mariée. Les invitations avaient été envoyées. Les amis les plus proches d'Alexandre, quelques collègues du monde des affaires, les anciens professeurs de Claire à la Sorbonne, qu'il avait vu grandir et évoluer, et bien sûr, tout le personnel de la maison qui faisait partie de la famille élargie. Madame Bertrand avait été officiellement nommée témoin de Claire, un honneur qui l'avait ému aux larmes. La veille du mariage, un vendredi soir de décembre où les premiers flocons de neige commençaient à tomber sur Paris, Alexandre, Claire et Margot dînèrent en tête-à-tête dans la salle à manger familiale. L'atmosphère était à la fois festive et recueillie, comme si chacun mesurait l'importance du moment qu'il s'apprêtait à vivre. « Demain, nous serons officiellement une famille », dit Alexandre en regardant tour à tour sa fille et sa fiancée. « J'aimerais que nous prenions un moment pour nous dire ce que cela représente pour chacun de nous. » Claire et Margot approuvèrent, comprenant l'importance de ce rituel. Margot prit la parole en première. « Pour moi, demain, c'est le jour où mes deux personnes préférées au monde vont s'unir officiellement. C'est le jour où Claire deviendra vraiment ma maman, même si elle l'est déjà dans mon cœur depuis longtemps. C'est le jour où papa va retrouver le sourire qu'il avait avec maman Caroline. Et c'est le jour où notre famille sera complète à nouveau. » Ces mots, prononcés avec la sincérité absolue de ses 16 ans, émurent profondément Alexandre et Claire. « À mon tour, » dit Claire d'une voix légèrement tremblante, « demain, je vais épouser l'homme que j'aime et adopter officiellement la fille que je considère déjà comme mienne. Je vais devenir Madame Dubois, mais surtout, je vais enfin avoir ma place officielle dans cette famille qui m'a accueilli et transformé. » Alexandre hocha la tête, touché par l'émotion de ces deux femmes. « Pour moi, demain marque la fin d'une période de solitude
et le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Claire, tu as redonné un sens à mon existence. Margot, tu m'as appris ce qu'était vraiment l'amour paternel. Ensemble, vous avez fait de moi un homme meilleur et plus heureux. » Ils restèrent un moment silencieux, savourant cette communion parfaite. Dehors, la neige continuait de tomber, transformant le jardin en décor féerique. « C'est de bon augure, » dit Margot en regardant par la fenêtre. Maman disait toujours qu'un mariage sous la neige portait bonheur. Le matin du mariage, Alexandre se réveilla avec une sensation de plénitude qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. Le soleil de décembre illuminait sa chambre, faisant scintiller la fine couche de neige qui recouvrait le jardin. Aujourd'hui, il épousait Claire. Aujourd'hui, leur famille se officialisait devant Dieu et les hommes. Margot fit irruption dans sa chambre déjà coiffée et maquillée, rayonnante dans sa robe bleue. « Papa, il faut se dépêcher. Claire nous attend en bas pour le petit déjeuner et ensuite nous devons partir nous préparer. » Son excitation était contagieuse et Alexandre réalisa qu'il n'avait jamais vu sa fille aussi heureuse. Le petit déjeuner fut un moment de grâce pure. Claire, en peignoir de soie blanche, les cheveux relevés en un chignon provisoire, était plus belle que jamais. Ils mangèrent ensemble une dernière fois en tant que fiancés, échangeant des regards complices et des sourires entendus. « Dans 4 heures, nous serons mariés, » dit Alexandre en prenant la main de Claire. « Es-tu nerveuse ?» Claire sourit, ses yeux pétillants de bonheur. « Un peu, mais surtout impatiente. J'ai l'impression d'avoir attendu ce moment toute ma vie. » Margot applaudit. « Moi, je n'arrive pas à y croire. Dans quelques heures, j'aurai officiellement une nouvelle maman. » La préparation se déroula dans une atmosphère de fête. Claire s'était installée dans une chambre d'amis pour se préparer, aidée par Margot et Madame Bertrand. La coiffeuse et la maquilleuse, recommandées par le couturier, avaient transformé la pièce en salon de beauté improvisé. Alexandre, de son côté, se préparait dans sa chambre avec l'aide d'Henri qui faisait office de valet d'un jour. Le gardien, ému aux larmes, lui ajustait son nœud papillon avec une précision de professionnel. « Monsieur Dubois, dit-il, permettez-moi de vous dire que Madame Caroline serait fière de vous voir si heureux aujourd'hui. » Ces mots touchèrent Alexandre en plein cœur. Caroline, comment aurait-elle vécu cette journée? Aurait-elle approuvé son choix? Il choisit de croire que oui, que de là où elle était, elle bénissait cette union qui rendait leur fille si heureuse. À 13 heures précises, 3 voitures s'arrêtèrent devant l'hôtel particulier. Alexandre monta dans la première, avec Henri et son témoin, son meilleur ami depuis l'université, Philippe Renard. Claire et Margot prirent place dans la seconde voiture, accompagnées de Madame Bertrand. La troisième transportait les invités de la maison. La mairie du 16e arrondissement les accueillit dans ses salons d'apparat décorés pour la circonstance. Claire fit son entrée au bras de Margot, qui avait insisté pour la conduire à l'hôtel puisqu'elle n'avait plus de père pour le faire. Cette initiative touchante avait ému Claire aux larmes. Quand Alexandre vit Claire s'avançait vers lui dans sa robe de dentelle. Un bouquet de roses blanches à la main, il sentit son cœur s'arrêter. Elle était d'une beauté éblouissante, transfigurée par le bonheur et l'émotion. Margot, radieuse à ses côtés, lui souriait avec une fierté évidente. Le maire, un homme distingué habitué à célébrer les unions des familles parisiennes, prononça une allocution touchante sur l'amour, la famille recomposée et l'importance des liens du cœur par rapport aux liens du sang. L'amour, dit-il, est la seule force capable de créer une vraie famille, au-delà des conventions et des préjugés. Quand vint le moment d'échanger les consentements, Alexandre et Claire se regardèrent dans les yeux avec une intensité qui émut tous les présents. « Claire, acceptez-vous de prendre pour époux Alexandre Dubois ici présent ?»« Oui, je le veux, » répondit Claire d'une voix claire et assurée. « Alexandre, acceptez-vous de prendre pour épouse Claire Moreau ici présente ?»« Oui, je le veux, » dit Alexandre, sa voix vibrant d'émotion. L'échange des alliances fut un moment magique. Alexandre glissa l'anneau en platine au doigt de Claire en murmurant « Avec cette alliance, je te donne mon cœur et ma vie. » Claire fit de même, ses mains tremblant légèrement d'émotion. « Avec cette alliance, je te promets mon amour éternel. Je vous déclare unis par les liens du mariage, » proclama le maire. Alexandre et Claire s'embrassèrent tendrement sous les applaudissements nourris de l'assistance. Margot pleurait de joie. Madame Bertrand sanglotait dans son mouchoir et même Henri essuyait discrètement une larme. La réception au Meurice fut un moment de pure élégance. Le salon bleu, décoré de roses blanches et de lys, créait un cadre somptueux pour ce dîner d'exception.
Alexandre avait prononcé un discours émouvant, remerciant tous ceux qui les avaient soutenus dans leur combat pour le bonheur. Aujourd'hui, avait-il déclaré, nous célébrons non seulement l'union de Claire et moi, mais aussi la naissance officielle d'une famille qui existait déjà dans nos cœurs. Margot, ma chérie, tu gagnes aujourd'hui une mère qui t'aime déjà plus que tout. Claire, mon amour, tu gagnes une fille qui t'a choisi autant que tu l'as choisi. Le discours de Claire avait été plus bref mais tout aussi émouvant. Il y a 4 ans, je suis entrée dans votre vie comme gouvernante. Aujourd'hui, j'en ressors comme épouse et mère. Merci de m'avoir acceptée. Merci de m'avoir aimée. Merci de m'avoir permis de devenir qui je suis vraiment. Margot avait eu le mot de la fin, avec l'à propos de ses 16 ans. Papa, Claire, vous me rendez si heureuse aujourd'hui. Nous allons être la plus belle famille du monde. Ces mots simples avaient déclenché une ovation générale. La soirée s'était poursuivie dans la joie et l'émotion. Les invités avaient tous salué l'évidence de cette union, la complicité visible entre les 3 membres de cette famille recomposée, l'amour sincère qui unissait Alexandre et Claire. Même les plus sceptiques au début avaient été conquis par l'authenticité de leurs sentiments. Tard dans la soirée, quand les derniers invités eurent pris congé, Alexandre, Claire et Margot se retrouvèrent seuls dans le salon de l'hôtel. « Alors, comment ça fait d'être officiellement mariés ?» demanda Margot en s'installant entre ses parents sur le canapé. « Exactement comme avant », répondit Claire en riant. « En mieux. » Alexandre les regarda, sa femme et sa fille, et réalisa qu'il n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. Le lendemain, ils partiraient pour leur voyage de noces en Toscane, mais ce soir, ils savouraient simplement le bonheur d'être enfin, officiellement et définitivement, une famille.